Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour la vidéo bilan de la saison 2021-2022 comme vous l'avez vu à travers le titre et la miniature. J'ai un petit peu de retard, excusez-moi, la vidéo devait sortir un peu plus tôt que prévu, mais bon, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, je vous propose d'analyser compétition par compétition la saison de l'OM. Je vous donnerai mon avis sur chacune d'entre elles. Et enfin, je vous propose de noter les saisons individuelles des joueurs cas par cas. Mais avant tout, on va commencer par rappeler un petit peu les objectifs du club fixés par Longoria et McCourt, tous deux d'un mercato très complet où l'on compte plus de 10 recrues et plus de 14 départs. Les objectifs étaient simples, tout d'abord finir sur le podium en Ligue 1, essayer de réaliser le meilleur parcours européen possible en Europa League, et enfin, pourquoi pas remporter cette Coupe de France qui nous échappe depuis plus de 30 ans déjà. On va commencer par parler de notre performance globale en Ligue 1, et donc sans trop perdre de temps, elle est réussie bien sûr cette saison en championnat, malgré toutes les critiques que j'entends sur ce que propose Sampaoli. En attendant, on finit bien deuxième, c'était chaud c'est vrai, ça s'est joué quand même à la dernière journée et c'était surtout grâce à Lens qu'on a réussi à finir deuxième, mais on la mérite cette place. En tout cas, on a remarqué durant la saison quelque chose de très paradoxal malgré ce bon positionnement. On est la meilleure équipe à l'extérieur de Ligue 1, mais à domicile, on est 9e au classement, ce qui est vraiment faible. On a perdu plus de 20 points au Vélodrome, ce qui est énorme, et de ce côté-là, je trouve vraiment pas que ce soit acceptable. On se rappelle notamment des défaites face à Clermont, face à Brest, le match nul face à Metz et celui face à Reims. Je n'ai cité que les matchs où normalement tu prends les 3 points. À chaque rencontre, si ça aurait été le cas, on aurait pris 10 points en plus, rendez-vous compte, on serait deuxième depuis bien longtemps, on ne se casserait pas la tête à dépendre d'une autre rencontre pour être deuxième de Ligue 1, et je dirais même qu'on aurait été capable de concurrencer le PSG, que j'ai trouvé faible durant cette saison. Donc de ce côté-là, c'est vraiment dommage, et je trouve donc qu'on aurait pu réaliser une meilleure saison encore en championnat, même si ça ne change rien au fait qu'elle est réussie tout simplement. On va dire heureusement qu'on était compétitif à l'extérieur, et si ça aurait suivi à domicile, on aurait fait des dégâts, j'en suis sûr, mais ça n'en reste pas moins une saison encourageante en championnat et où l'objectif a été atteint. Ça ne change donc rien au fait qu'on a fait une bonne saison, et oui, il faut pas oublier par exemple cette excellente série de 5 matchs à l'extérieur remportés sans prendre de but, série qu'on a réalisée vers janvier-février à peu près, et qui n'a jamais été égalée dans l'histoire du club, ce qui est notable. On est la meilleure équipe à l'extérieur et des matchs références il y en a bien sûr. Tout d'abord la victoire face à Monaco, éblouissante 2-0, où on a assisté par ailleurs à l'éclosion de Dieng. La victoire aussi face à Strasbourg sur le même score, pareil face à Lens. On a su vraiment prendre des points contre des concurrents directs à l'extérieur, et même si en général ça a vraiment pas suivi à domicile, on a quand même un match référence, celui face à Nice où la victoire était capitale et où les joueurs ont relevé le défi car victoire 2-1. Bon, pour moi, mes plus gros regrets cette saison en championnat, c'est tout d'abord la défaite face au PSG au Parc des Princes. J'aurais vraiment aimé qu'on gagne ce classico. C'est un match assez spécial et très compliqué à décortiquer. J'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir, elle est juste là en haut à droite de votre écran. Les deux défaites face à Lyon par contre, elles m'ont vraiment énervé celle-là. La première, c'est une véritable honte, on menait 1-0, on jouait contre une équipe B quasiment de Lyon et on a réussi à se faire rejoindre. Tandis que la deuxième, on a tout simplement été nul. On se prend 3-0 à domicile contre cette saison le 8e ou 7e de Ligue 1, j'ai plus le classement exact en tête. Donc c'est vrai qu'on a pris nos points contre les concurrents directs, ça c'est bien et c'est même excellent. Mais voilà, j'aurais vraiment aimé qu'on gagne ces matchs-là face à Paris et face à Lyon qui sont nos rivaux. Maintenant, en Europe, c'est assez compliqué de juger la saison de l'OM. Je dirais que c'est entre guillemets une demi-déception. On est en phase de poule de Ligue Europa, on tombe sur des adversaires vraiment costauds, notamment la Lazio qui est une très bonne équipe, le Lokomotiv Moscou qui est un adversaire redoutable en Europe et Galatasaray caractérisé par une ambiance de folie. Pas besoin de vous présenter ces équipes-là. Je trouve donc que vraiment on n'a pas été si gâté que ça au niveau du tirage. N'empêche, on sentait vraiment que Marseille avait les éléments pour se qualifier en 8e, ce qui n'a pas été le cas puisqu'on finit 3e et on est finalement reversé en Conference League, nouvelle coupe européenne cette saison. Il y en a beaucoup qui sont très mécontents de cette performance européenne, alors forcément il y a de quoi être déçu. On termine 3e, on se qualifie donc même pas en 8e d'Europa League, sachant qu'au final, si on regarde nos matchs, on se rend compte que c'est pas du tout une question de niveau, mais une question d'expérience, une question de savoir concrétiser ses actions, contrairement un peu à l'année dernière où par exemple on se fait éliminer de la Ligue des Champions simplement parce qu'on a été nul. Donc pour moi c'est encore plus décevant parce qu'on se dit que vraiment il y avait moyen de faire quelque chose, donc bien sûr c'est rageant, mais au final si on prend un peu de recul, on se rend compte que les 4 matchs nuls qu'on a réalisés méritaient mieux. On a été la meilleure équipe de la compétition en termes de possession, en termes d'occasions créées, donc même si on ne réussissait pas à prendre les points, il y a aussi ce facteur chance qui nous manquait. La preuve, on est aussi l'une des équipes qui a touché le plus de montants en Europa League. Cette stat, elle est très révélatrice puisqu'elle montre en fait que c'est en partie parce qu'on n'a pas eu de chance qu'on n'a pas réussi à se qualifier. Ça ne changera rien par contre au fait qu'on a été inefficace à certains moments, mais quand même, ce facteur chance, il aurait pu nous faciliter la qualif, ce qui est là aussi regrettable. Mais on se disait en fait que c'était pas fini, qu'on pouvait encore se rattraper en C4, ou par contre l'objectif c'était clairement de la gagner, dans une compétition où certes le niveau est un peu sous-coté à mes yeux, mais où c'était pas non plus du
du niveau de Champions League. On va jusqu'en demi-finale en éliminant des équipes très abordables comme Karabakh, Bâle et le PAOK Salonique. Par contre, en demi-finale, dès qu'on tombe sur une équipe où le niveau est plus relevé, on est incapable de renverser la situation contre le Feyenoord. Là aussi c'est regrettable et ça conclut une saison européenne où entre manque de réussite, manque d'expérience et manque de poigne, un bilan plutôt mitigé est à tirer. Maintenant on va parler de la Coupe de France où pour moi c'est clairement la plus grosse déception de cette saison. Alors de base ce qu'il faut comprendre c'est que l'objectif c'était pas forcément de la gagner, c'était moins prioritaire que finir sur le podium en championnat et aller loin en Coupe d'Europe. Il y a des équipes très fortes dans cette compétition, notamment le PSG, mais cette année-là, justement ce PSG a été éliminé contre Nice en 8ème. Il y avait clairement moyen de faire quelque chose, les joueurs voulaient la gagner, mettaient de l'envie, etc. Un doublé Coupe de France Conference League était même possible selon moi, mais au final rien du tout. On se fait éliminer mais piteusement face à Nice, sur une défaite 4-1 dans un match où rien n'allait du tout, peut-être même le pire de cette saison. Donc personnellement je suis très déçu par cette campagne en Coupe de France. Si on élimine Nice, on tombe en demi-finale contre des amateurs et ensuite en finale on affronte Nantes qui reste abordable. On se rend compte en fait que toutes les portes étaient ouvertes afin qu'on puisse remporter ce trophée qui nous échappe depuis plus de 30 ans maintenant, ce qui accentue ma déception personnelle. Pas grand chose à dire, ne serait-ce que c'est un véritable échec. En général, malgré ces deux déceptions Coupe de France, Coupe d'Europe, ça reste une bonne saison puisque l'objectif ultime c'était d'aller en Ligue des Champions et c'est le cas. Donc moi ça ne change rien au fait que je suis satisfait. Et maintenant on va terminer en parlant des joueurs cas par cas et en donnant les notes que je pense ils méritent. C'est des choix qui peuvent paraître un petit peu surprenants mais ça reste mon avis personnel. Et on va commencer avec Steve Mandanda où j'ai mis un 7 sur 10. Saison correcte pour Steve qui a été rarement titulaire en général. Comme on le sait, aux yeux de Sampaoli, c'était la doublure de Pau Lopez pendant une grosse partie de la saison. Mais quand il était là, il a vraiment bien fait le boulot. Et justement, pour son concurrent, Pau Lopez, j'ai décidé de mettre un 6,5 sur 10, un petit peu moins que Mandanda. J'ai trouvé sa saison plutôt irrégulière. Il a eu une très grosse période où il mettait tout le monde d'accord. Mais par la suite, il a vraiment baissé en régime, surtout au moment où son option d'achat a été levée par le club. J'ai en tête par exemple son match compliqué face au PSG. J'ai l'impression qu'il s'est reposé un peu sur ses lauriers, ce qui explique pourquoi sa note n'est pas incroyable même si sa saison est correcte. Pour Saliba, 9 sur 10, rien à dire, saison quasi parfaite. Le seul, on va dire, match où il m'a un peu déçu, c'est celui face à la Lazio au retour quand on fait 2-2 au Vélodrome. Mais à part ça, c'est vraiment parfait. Une saison qui aura été couronnée de succès pour lui. Il est notamment convoqué en équipe de France et reçoit le titre de meilleur espoir de la saison en Ligue 1, ce qui est pas rien, surtout quand on voit ses concurrents. Maintenant, en ce qui concerne Balerdi, c'est un joueur auquel j'attendais pas mal de choses. J'ai trouvé qu'il était un peu sous-coté aux yeux des supporters, il a réalisé un bon début de saison, mais avec le temps, il s'est complètement troué, ce qui explique la note de 4,5 sur 10 que je lui attribue, malgré le fait que je suis persuadé de son potentiel. En ce qui concerne Luan Pérez, 5,5 sur 10. En général, c'est une saison correcte, sans plus pour le Brésilien, qui est arrivé pour pas cher non plus, faut pas l'oublier. Seulement 4,5 millions d'euros ont été dépensés pour sa venue. En début de saison, je le trouvais vraiment très fort, même très sous-coté aussi par les supporters, mais avec le temps, il a lui aussi baissé en régime. Il a de la qualité technique, mais on a remarqué quand même que physiquement, c'était compliqué au fil de la saison. On peut expliquer ça par le fait qu'il vient du championnat brésilien. Pour Tchaïta Tsar, j'ai décidé de mettre un 7 sur 10, une bonne note donc. Au début, c'était galère, mais avec le temps, il s'est clairement imposé et a largement dépassé Balerdi justement. Il a retrouvé son meilleur niveau sous les couleurs de l'OM, et on peut donc en tirer un bon prix sur ce mercato. Il a rempli son rôle tout simplement de doublure. C'est pour ça que je lui mets la moyenne, il a montré qu'il avait ses limites, mais qu'il avait aussi certaines qualités, voilà tout pour lui. Et maintenant pour Lirola, ce sera un 4,5 sur 10, très déçu franchement de sa saison. On se rappelle son niveau incroyable de l'année dernière. Rappelez-vous en plus comment Longoria s'est donné corps et âme pour le récupérer à la Fio. Tout ça pour ça entre guillemets. Pour expliquer sa saison, je pense que c'est un positionnement plus que douteux que Sampaoli a effectué avec lui, mais aussi parce que la forme du joueur n'a pas été bonne à certains moments. En tout cas, sachez qu'une vidéo spécifique sera dédiée à Lirola, restez à l'affût. Maintenant pour Camara, 7,5 sur 10, vraiment une bonne saison du minot marseillais. Il est critiquable sur le plan comptable avec son transfert libre à Aston Villa, où j'en ai lui aussi fait une vidéo. Maintenant sur le plan sportif, très peu de choses négatives sont à dire, ne serait-ce que je l'ai trouvé un petit peu meilleur l'année dernière. Pour Guendouzi, presque rien à dire, 8 sur 10, très bonne saison de l'ancien gunner, qui a vraiment pas perdu de temps dès son arrivée, je lui mets pas la même note que Saliba, et pourtant ça ne s'est pas joué à grand chose. J'ai trouvé que sa fin de saison était compliquée, on explique ça par le fait qu'il a énormément joué, mais c'est en tout cas très prometteur pour la suite, sachant que son contrat s'étend jusqu'en 2026. Pour Gerson, la recrue star de l'été, 7 sur 10. Quelques mois en arrière, je m'attendais vraiment pas à ça, c'était très compliqué pour lui, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo aussi par rapport à son cas, n'hésitez pas à aller la voir. J'explique notamment comment il a fait pour bien se reprendre, et comment il a fait pour retrouver son niveau qu'il avait à Flamengo, en étant de nouveau décisif. Il justifie donc son transfert cette saison pour moi. Il sera lui aussi à surveiller la saison prochaine.
Pour Rongier, je lui mets la même note que Guendouzi, donc 8 sur 10. Pour moi, c'est le Marseillais le plus sous-coté de la saison. Il réalise clairement son meilleur exercice depuis qu'il est à Marseille, alors que de base, rappelez-vous, il était quasiment indésirable l'été dernier. Un gros bravo à lui, en espérant qu'il continue comme ça et qu'il continue à travailler comme il l'a fait cette année. Maintenant pour Gueye, je trouve que c'est une année plutôt bonne en général, donc 6 sur 10. C'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Il a encore une marge de progression, il est à peu près au même niveau que l'année dernière, je trouve. Même s'il a eu sa bonne période après la CAN. J'en attends un peu plus pour la saison prochaine s'il y reste, mais son apport sur le terrain reste quand même correct en général. Pour Amin Harit, je décide de lui mettre un 6 sur 10. C'est vrai que sa fin de saison est vraiment rayonnante, il a été décisif à plusieurs reprises et c'est très bien repris de cette fameuse période où Sampaoli le mettait complètement au placard. À ce moment-là, tout le monde pensait qu'il allait retourner à Schalke, mais maintenant Longoria fait tout pour le retenir. Et si je dois juger l'ensemble de sa saison, je lui mets la note de 6 sur 10 qui est pour moi la plus honnête. Pour Payet, j'ai décidé de mettre la note de 8,5 sur 10. Très bonne saison pour le meneur de jeu marseillais qui fête ses 35 ans cette année 2022. J'ai vraiment peu de choses à dire en général, il a fait une première partie de saison exceptionnelle et s'il serait resté comme ça, il aurait pu avoir la note de 10 sur 10. Il était un petit peu moins rayonnant en deuxième partie, je trouve. Déjà premièrement à cause des changements qu'a opéré Sampaoli, on a remarqué qu'il était un petit peu moins statistiquement bon, aussi parce qu'il est plutôt jeune bien sûr, mais en tout cas, il n'y a aucun doute sur un fait, il réalise la meilleure saison de sa carrière avec l'OM. Pour une Under, 7 sur 10, vraiment une bonne saison en général, il a des stats et il remplace bien Thauvin, il a une belle patte gauche, il est jeune, il a encore une marge de progression lui aussi, et je suis franchement satisfait de ce qu'il a apporté, je lui ai pas mis plus que cette note de 7 sur 10, parce que j'ai trouvé malheureusement pour lui qu'à certains moments il aurait pu lâcher un petit peu plus vite son ballon, il a eu aussi sa période compliquée, dernièrement il restait sur plusieurs mois sans être décisif, la seule chose que je lui reproche donc c'est peut-être son petit manque de régularité, mais ça reste quand même très prometteur et y a pas de doute là-dessus. Pour Luis Enrique, j'ai décidé de mettre la note de 4 sur 10, quand on regardait déjà sa fin de saison dernière, on se disait qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose avec ce joueur, ça avait plutôt bien commencé avec sa bonne préparation estivale, mais avec le temps entre Sampaoli qui décidait de ne pas lui faire jouer, maintenant pour De La Fuente, j'ai décidé de mettre un 5,5 sur 10. Peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, puisque comme on le sait, le joueur a eu dans l'ensemble très peu de temps de jeu cette saison. Le seul moment où il a pu briller et se montrer, c'était en début de saison, mais à part ça, vraiment, il y a eu très peu de choses à se mettre sous la dent pour lui. Pourtant, j'ai décidé de le mettre au-dessus de la moyenne et même plus qu'Enrique, parce qu'en réalité, sa première saison professionnelle, c'est là qu'il la joue, puisque si on regarde bien avec le Barça, il jouait quasiment jamais, peut-être 2 ou 3 matchs par-ci par-là, mais c'est tout. Donc moi, je suis optimiste quant à son cas, et je sens qu'il y a vraiment de la qualité chez ce joueur à voir la saison prochaine. Pour Cédric Bakambu, 5,5 sur 10, j'ai très peu de choses à dire. Il a rempli son rôle de doublure d'une manière correcte, on va dire. C'est pas un joueur bidon comme certains le prétendent. Il a des qualités à certains aspects du jeu, mais la saison prochaine, ça m'étonnerait vraiment qu'il ait une place très importante dans l'équipe. Pour Bamba Dieng, j'ai décidé de mettre la note de 7 sur 10. Sûrement la plus grosse révélation de cette saison, c'est le joueur qu'on attendait le moins de base, et il a réussi à s'imposer comme un élément important de la rotation. Après des débuts vraiment très prometteurs, on pense à son doublé face à Monaco, son niveau a un petit peu baissé, il a trouvé le chemin défilé cependant 8 fois cette saison, ce qui est honorable, mais quand on regarde le nombre d'occasions qu'il crée, on se dit qu'il y avait moyen de faire encore plus, il peut encore mieux faire, à voir la saison prochaine s'il est encore marseillais. Maintenant, le dernier joueur, c'est Milik, où je décide de lui mettre un 5 sur 10, tout juste la moyenne pour un buteur qui en est quand même à 20 buts toutes compétitions confondues, ce qui est pas mal du tout, mais pour moi, ses stats ne sont vraiment pas révélatrices. Il a eu du mal à se morfondre dans le groupe, et on a senti qu'il n'a jamais été réellement intégré. Je pense que son profil n'est pas adéquat au jeu prôné par Sampaoli, et les seuls moments où on a senti où il était à l'aise, c'était quand le joueur était aligné avec un autre attaquant. Il y a beaucoup de choses à dire, et c'est pourquoi je ferai une vidéo quant à son cas, restez bien à l'affût aussi. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo qui aura été longue. J'ai essayé de faire le plus vite possible. En tout cas, donnez-moi votre avis sur cette saison 2021-2022 de l'OM. Pensez-vous qu'elle est réussie? Quels sont vos regrets? Quelles sont les choses qui vous ont plu? N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, à vous abonner, à liker et à partager la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash OM. Ciao à tous!